Otepa tous. De façon à vous présenter d'abord l'auteur de cet ouvrage, Der Ambassadeur. Cet auteur qui s'appelle S. David. Pourquoi S. David? C'est tout simplement un pseudonyme. Parce que mon vrai nom, c'est David Dandol. Et on me connaît plutôt en tant que réalisateur, créateur de tout ce qui se touche à l'audiovisuel, comme voir des documentaires, voir des courts-métrages, des clips, et aussi des spots publicitaires. J'ai écrit ce livre entièrement en allemand. Ça a été une première, et à Berlin exactement. Et j'ai traduit donc ce livre en français il n'y a pas très longtemps, pendant justement le confinement de l'année dernière, en Guadeloupe. Et le livre a été édité en Angleterre, à Londres, et que j'ai reçu le mois de février, fin du mois de février de cette année-ci 2021. Et je remercie Frère Messon qui a porté diligence à me donner une adresse super intéressante. Et avec l'éditeur, j'ai gardé de très bons contacts. Et ce livre est même vendu déjà en Côte d'Ivoire. Il est aussi vendu à Paris, à la librairie Taméry, et bien sûr en Guadeloupe, dans diverses librairies. Pas plus que hier, on était en dédicace, donc ça a été ma première dédicace, à la Ville du Moule, à la librairie Point Lire, et on a eu un certain succès parce que nous avons amené toute une petite équipe. Je pense que vous avez pu voir sur Diaspora Live la composition de mon équipe de Chic et de Choc, ce qui a permis à notre équipe justement de battre un record de vente. Der Ambassadeur, c'est un livre qui est narratif, un peu une bibliographie en quelque sorte, mais je suis parti du principe que la plupart des livres qu'écrivent les Antillais sont plutôt des livres qui racontent disons des passés peut-être obscurs, ou alors les difficultés qu'ils ont eues au niveau de leur entourage, au niveau et aussi au niveau de leur personnalité, de leur personne, qui sont brimés, qui sont opprimés, qui n'arrivent pas à avancer et auxquels il n'y a pas tellement de perspective. La plupart du temps, bon, on parle de l'esclavage, on parle de la ségrégation, on parle de tout ce que les gens peuvent avoir comme difficulté, mais à aucun moment on essaie de positionner le héros d'une manière positive, ou même s'il a des difficultés, qu'il peut en quelque sorte parvenir à surpasser ces difficultés et à se positionner aussi dans la vie. Parce que je suppose que avec tout ce qui se passe, il est grand temps que nous soyons acteurs de notre réalité et que nous écrivons maintenant l'histoire. Tout à fait au début, avec Kwaku, on s'était dit qu'il fallait peut-être faire une bande dessinée, il fallait peut-être montrer les héros d'une manière un peu plus positive. J'ai trouvé que c'est une très bonne initiative. Ma fibre, c'est l'écriture. Et donc, c'est pour cela que j'ai profité justement de ce confinement pour pouvoir mettre ce roman sur pied. Et à ce que je vois, je crois que ça a été une très bonne chose, puisque je n'ai jusqu'à présent eu que des retours favorables et positifs, et tout le monde attend la suite. Et frère Kwaku, puisque apparemment, malgré cela, il joue un petit rôle à l'intérieur du livre. Je pense qu'il va pouvoir admettre qu'il a été un peu bluffé par la similitude ou par la ressemblance. C'est pas fou. Oui, non, je parle beaucoup. Moi, je suis au début. J'ai commencé déjà. Je dois être à la page 39. 39, il a fallu que tu ailles rapidement à la page 184
pour que Wow, tu ok. puisses. Ouais, là, vas-y, 184, le temps qu'on discute là, donc tu pourras. Tu vois, je donne des pistes, hein, je donne quand même des perches. Dans Ok, l'audiovisuel, il faut 184. des perches. Ouais, 184. De façon à pouvoir voir si mes prédictions, je ne suis pas Nostradamus, hein, mais si mes prédictions étaient bonnes. Tout au long de cet ouvrage, j'ai essayé de montrer une partie de la vie en Europe, de la vie que mènent certains jeunes, parce qu'on est tous attirés par l'Europe. Tous les ans, enfin tous les mois, tous les jours même, on entend qu'il y a des émigrés en Europe. Est-ce qu'ils trouvent leur compte ou qu'est-ce qu'ils veulent faire? Donc, il aurait fallu peut-être se poser la question auparavant, quand vous partez à l'étranger ou à l'extérieur, quels sont vos objectifs, quelles sont vos prétentions et qu'est-ce que vous comptez en tirer quand vous revenez au pays. J'ai eu l'opportunité d'aller en Allemagne par le biais d'un échange entre la France et l'Allemagne, une institution qui a été instaurée, je crois, par le général de Gaulle depuis 1963. Et 10 ans après, 1973, donc j'ai fait le grand saut, sortir de la France pour aller en Allemagne sans avoir d'amis, sans avoir de connaissances, ni de père ni de mère. Et je me suis dit, c'est mieux que j'aille à l'extérieur, à l'étranger, et être un étranger pour vous brosser un peu le début de ce roman. J'ai plutôt parlé des aventures romantiques, dans la mesure où, quand on a un certain âge, on ne pense pas qu'à métro, boulot, dodo. Enfin, il y a le métro, certes, il y a le boulot, mais le dodo, il n'y a pas tellement. Donc, je me suis plutôt assis sur cette manière, sur cette ligne, mais toutefois, j'avais des lacunes, énormément de lacunes au niveau scolaire. Mon objectif dans ce pays que je ne connaissais pas était d'avoir la possibilité de combler les lacunes et de passer les examens que je n'avais pas pu passer ni en Guadeloupe ni en France. Alors, ce qui fait que j'ai dû aller au cours du soir, ensuite passer des examens, et j'ai eu l'opportunité de rencontrer Mbala qui est dans le roman, qui m'a aidé d'une manière extraordinaire à réussir à mon examen final. Mais c'est quand même quelque chose d'extraordinaire de savoir que le peuple africain, puisque j'en ai connu pas mal, possède des capacités insoupçonnées. Parce que tout seul, je n'aurais jamais réussi à franchir cette première barrière. Et en Allemagne, j'ai pu faire des cours du soir pour me permettre à aller justement dans les cours du jour, pour pouvoir passer ce diplôme de technicien. Alors, en venant au livre maintenant, c'est un livre qui a été pour moi un challenge. Parce que je me disais, est-ce que j'ai cru en français ou est-ce que j'ai cru en allemand? Puisque j'avais quand même 4 ans. Non, c'est après 4 ans que j'ai pu justement connaître et comprendre l'allemand sans dictionnaire. Alors je me suis dit, si j'ai cru en français, ce serait toujours français. Mais si j'ai cru en allemand, la possibilité pour moi d'avoir à maîtriser une deuxième langue, et ce serait sûrement un plus parce que mon cerveau serait habitué à justement avoir cette possibilité de maîtriser une langue autre que la langue dite maternelle. Et c'est aussi une possibilité pour moi d'avoir une deuxième langue qui soit plus ou moins égale au français ou éventuellement au créole qu'on maîtrisait déjà. Puisque j'admirais beaucoup les Africains quand ils venaient en Europe, et la plupart connaissaient 4, 5, 6 langues. Et mon copain Bala me disait, oui, je viens d'arriver, je suis là depuis un mois. Et il connaissait l'allemand
même mieux que moi qui était là depuis plus de 4 ans. À ce moment-là, je me suis posé des questions pour savoir quelles sont les possibilités justement qu'on a quand on a effectivement toutes ces connaissances. Et qu'est-ce qui manque justement au peuple africain ou au peuple antillais comme nous pour pouvoir vraiment s'imposer. Donc, je me posais énormément de questions à cette époque et je me suis trouvé à dire que la première des choses, c'est de se mettre soi-même en première ligne et au lieu de donner, disons, des suggestions, mais d'être soi-même l'exemple. L'exemple de façon à ce qu'on puisse pouvoir être à même de pouvoir répondre aux difficultés qui vont venir, disons, s'entraver ou bien la bonne marche de l'existence de l'individu. Donc, c'est pour cela que j'ai pris cette affaire en main et je me dis que je serai capable d'écrire en allemand et exactement avec toutes les nuances et les tendances de la langue française, puisqu'il y en a beaucoup dans la langue française, et qu'en allemand, on serait capable de faire cela. Alors, c'est pour cela que je me suis mis à ma plume et après mon travail, j'écrivais une page à une page et demie tous les jours pendant exactement 79 jours pour battre un Français, là, quelconque, qui a fait quelque chose en 80 jours, je crois. Alors, ce qui m'a permis de me revaloriser et de savoir qu'on a un cerveau qui permet et on peut l'utiliser. Et c'est aussi une perspective de tout un chacun de pouvoir se positionner et d'éviter de subir à tout moment les éléments qui sont tout autour de soi. Puisqu'on a la force, on a la capacité et on a cette possibilité. Donc, ce qui fait parfois obstacle, c'est peut-être les tentations, l'argent, la vie facile et autres. Et ce qui manque, c'est les objectifs, la manière de se mettre en avant, la manière de montrer sa fierté, la manière de montrer ses connaissances et la manière de montrer son savoir-faire. Et c'est pour cela que je ne me suis jamais vraiment intéressé à gagner beaucoup d'argent, mais j'ai toujours été omnibulé par réussir, faire, montrer, démontrer. Et c'est pour cela que, aux côtés de mon aspect d'écriture, j'avais aussi l'aspect technique. Et j'ai pu réaliser, entre-temps, une chaussure qui me permettait à marcher plus vite parce que je suis un petit peu fainéant de nature. Et cette chaussure, je l'avais conçue avec des patins à roulettes. Et à l'arrière, il y avait 2 roues. Et j'ai mis un moteur en transversal et un moteur électrique. Et ce qui me permet, avec une petite batterie dans le dos et un petit bouton, ce qui me permettait, dès que j'ai pris mon élan, tac, d'aller nettement plus vite. Donc, c'est ce que j'ai pu réaliser en tant que technique. J'ai pu aussi faire une plaque réchauffante format A4 qui permettait de réchauffer ces plaques. Par exemple, vous avez quelque chose vous mangez quelque chose, on vous appelle au téléphone, donc vous partez, vous laissez donc le plat se réchauffer et vous pouvez revenir une demi-heure, 1 heure après et le plat est toujours à température dégustable. Ça a été une. D'autres trucs encore, une autoradio qu'on pouvait amener à la plage avec 2 baffes. C'est une autoradio que vous prenez dans votre voiture et que vous l'installez, vous faites une petite armature avec des baffes à côté et que vous pouvez justement véhiculer un peu partout. Ce qui m'a aussi poussé aussi à aller encore plus loin, c'est que je me suis dit, bon, voilà, je suis en Allemagne, à Berlin, la plus grande ville de l'Europe à l'époque.
Et il faudrait que je fasse quelque chose qui sorte vraiment de l'ordinaire avant que j'aille ailleurs. Donc, je me suis dit que ce serait bien que je fasse une voiture, une petite voiture où je pourrais me balader dans les rues de Berlin tranquillement. Et c'est pour cela que j'ai pris déjà un prototype qui faisait à peine une vingtaine de centimètres. J'ai installé des panneaux solaires dessus. Donc, c'est une voiture électrique solaire. Jusqu'à présent, ça n'existe pas encore, tout à fait. Donc, j'étais quand même un petit peu en avance. Hein. Et ce qui fait que quand on met cette petite voiture-là dans le soleil, eh bien, elle avance et elle recule avec un petit système de fil en inversant les polarités de la batterie. Donc, on pouvait aller en avant, aussi bien aller en arrière. Alors, après, je me suis dit, bon, ça, le prototype fonctionne, donc il va falloir le faire en vrai. Comme il y a eu mon neveu qui est venu chez moi, donc il m'a même dessiné les plans de la voiture solaire Panther. On va juste dire où t'es à la sœur Geneviève qui est arrivée. Je vais quand même vous passer maintenant à la lecture d'un ou deux petits extraits. Je voyais Mbala comme un fier guerrier africain à la recherche des lions tueurs. Je le comparais aussi à Jules César, arrivant victorieux à Rome. Un grand vainqueur accueilli avec faste par un peuple enthousiaste sur une route couverte de fleurs. Voilà à qui ressemblait Mbala quand il poussait son chariot lourdement chargé avec la force de 4 chevaux arabes, blancs et très nerveux, à travers la fabrique. En dépit de sa grande taille et de ses muscles forts qui transparaissaient à travers sa peau noire, il rayonnait par son éternel sourire, sa gentillesse et sa sympathie. Un jeune Africain, un Togolais justement, qui venait prêter main forte pour des divers travaux. Et là, nous avons sympathisé, effectivement, puisque c'est lui qui a pu m'aider comme je vous ai dit, à réussir à un premier examen qui me paraissait très, très, très difficile. Il s'agit d'un roman qui a beaucoup de romantisme. Je vais vous présenter Margaret. Donc, Margaret, c'est une jeune fille très, très, très aimable et aimante. Ah, ma première rencontre avec Margaret. Elle se tenait dans un coin de la discothèque Big Apple. C'est une discothèque pour les jeunes. Elle n'avait que 17 ans. Des cheveux rouges et sauvages, un petit nez comme une tortue. Des yeux très vifs, une taille haute et mince. Bref, elle était très, très jolie avec son corsage blanc et son pantalon noir. J'aurais aimé danser avec elle parce que j'aime danser, ça c'est sûr. Comme dans mon pays natal, l'île de Caïquira, mieux connue sous le nom de la Guadeloupe, l'île aux belles eaux. Les gens adorent beaucoup danser depuis qu'ils sont enfants. La musique est si importante pour nous que sans elle, la vie perd la moitié de sa valeur. Margaret ne m'avait pas regardé. Elle avait fait semblant de s'intéresser aux autres. Mais j'avais toujours eu l'impression qu'elle avait voulu danser avec moi. Quand je lui ai demandé à danser, elle a immédiatement dit non. C'est l'habitude hein, chez les femmes. Hein. Ses yeux étaient si brillants malgré la faible lumière diffusée dans le coin où elle se tenait que je ne pouvais pas partir. Alors, j'ai engagé une conversation avec elle et nous avions causé pendant longtemps. Qui, quelques années plus tard, devint madame. Tu disais? J'allais poser la question. Ah, tu allais poser la question. Elle était devenue madame. Elle a dit au bon moment. Ah oui, oui. Ça finit toujours comme ça en général. On est connu pour bons danseurs, mais il faut aussi savoir qu'on est aussi de bons travailleurs. On va d'abord mettre un peu l'ambiance. Donc, on est dans une structure de travail. On est dans un département électronique.
c'est chez Nixdorf, pour ne pas le nommer, où on conçoit des ordinateurs pour les banques, pour les grandes sociétés. Et nous, à cette époque-là, les ordinateurs n'étaient pas comme ça, mais ils étaient un petit peu plus grands. Hein. Et il y avait énormément de machinerie à l'intérieur, même parfois des câbles électriques, ou qu'il fallait relier à la partie électrique et électronique. Donc, jour après jour, ce fut une lutte secrète pour passer la journée de travail. Je m'occupais assis 8 heures à cogiter. Je n'avais pas une grande activité physique à mon travail et je devais utiliser divers appareils tels que l'oscilloscope, l'analyseur de spectre pour détecter les erreurs les plus diverses dans l'électronique des appareils à dispatcher. Ma tête ne marchait pas toujours et mes performances devenaient de plus en plus faibles malgré des efforts intenses. Les collègues qui se trouvaient à proximité avaient remarqué ma visible transformation. J'arrivais la plupart du temps, ils m'observaient sans rien dire, sans m'importuner outre mesure. Dans tous les cas, ils ne savaient que faire de moi ni de mes soucis. Pour moi, la situation devenait de plus en plus difficile et je commençais à développer un véritable automatisme avec lequel je pouvais me débrouiller, me lever, aller au travail, rentrer à la maison, dormir, faire des pauses, manger, boire, me laver. J'étais devenu un HAP, c'est-à-dire Human Automate Programmable. Je ne pouvais pas écouter la radio ni regarder la télévision. Donc, ça, c'est une situation dans justement ce domaine de travail où, à cette époque, tout ne marchait pas trop bien. Mes idées n'étaient vraiment pas très claires, mais par contre, il fallait quand même que j'aille travailler. J'aurais une question. Oui. Mais en fait, j'ai pas vraiment bien saisi qu'est-ce qui a suscité chez toi comment dire, ce besoin d'un petit peu. Qu'est-ce qui a fait naître ce ressenti-là, en fait, chez toi? Là, c'est littéraire. J'étais en train d'écrire une certaine scène et je m'imaginais que le jeune noir avait effectivement, aurait pu avoir besoin de cette chose-là pour pouvoir s'en sortir. Entre-temps, après mes heures de travail, après tout cela, j'allais m'entraîner quand même, puisque je suis sportif né. J'ai le sport dans les sangs, pas seulement la danse. Et j'allais m'entraîner dans l'école où on enseignait le Kyokushinkai. Donc, c'est un art de karaté japonais, mis en place par un illustre coréen, Maître Oyama, et qui était réputé comme l'école la plus dure en karaté, le Kyokushinkai. Parce que le Maître Oyama lui-même, c'était quelqu'un qui n'avait pas d'adversaire et qui n'avait pas trouvé d'adversaire à sa valeur, parce qu'il était obligé de se battre contre des taureaux nerveux, vivants, bien en forme, et il cassait soit ses cornes ou il tuait à main nue ces taureaux. Des taureaux de 300, 400 kilos qui foncent sur vous. Je ne pense pas que vous allez faire long feu. Enfin, cette école-là, c'était une école qui était dirigée par Maître Ingo Feyer et qui représentait toute l'Allemagne à Berlin dans son institut. Et là, nous avons justement un challenge. Alors, le challenge, c'était les 10 ans de cette école. Et il y avait 2 catégories. Une catégorie de combattants débutants, puisque j'étais là il y avait quelques mois, et une catégorie de ceux qui étaient là depuis 5 ans, 6 ans, voire 10 ans dans cette école.
Alors, donc, le passage que je vais vous lire, c'est juste au moment où on arrive à la sélection, enfin, les combats pour la coupe, parce qu'il y en avait deux coupes, une petite et une grande. Et là, je m'étonnais que je sois encore, disons, en liste, sur la piste, parce que les combattants, hein, quand je les voyais, ils étaient vraiment costauds, hein, je me disais, ils sont forts, les gars, ils sont forts, ils sont forts. Alors, les combats ont continué. Les autres participants m'ont regardé comme s'ils ne m'avaient jamais vu. J'ai été très surpris moi-même que mon nom soit toujours sur la liste. La tension était maintenant très forte. Les paris augmentaient, car maintenant, c'était pour la première place parmi les débutants, dont je faisais partie. La coupe en or brillait fièrement sur la table. Ah, c'est beau, alors, hein? Ah, moi, j'aime ça, alors. Pas seulement au cou, mais quand on tient l'or dans les mains, ça c'est encore bien. J'ai eu l'impression qu'elle nous communiquait par son rayonnement les mots suivants. Qui veut, peut. C'était facile à dire, mais difficile à faire. Particulièrement difficile, pensais-je, en entendant le nom de mon adversaire. Mon adversaire, c'était Muller, un jeune combattant grand, très rapide, très doué. Il avait, comme moi, vaincu tous ses autres adversaires. Parce que c'était des compétitions à combat direct. Tant que vous êtes sûr, vous pouvez continuer comme si vous avez gagné le combat précédent. Donc, vous rencontrez toujours quelqu'un qui a gagné quelque chose. Toujours. Jusqu'à la fin. On était une cinquantaine de nouveaux et cinquantaine de participants pour les plus aguerris. Ils se battaient comme un tigre. Certains de ses adversaires pouvaient ressentir la douleur. Comment pourrais-je survivre à ce combat? Tout le monde était très sérieux. La situation l'était pour moi également. Je me suis approché très lentement de lui. Il était très en forme. Il attaquait le premier et de mouvements rapides avec sa jambe, mais heureusement pour moi, il a juste effleuré mes cheveux. Hein, parce que au karaté, à cette époque, on se battait, c'est-à-dire qu'on avait le droit de toucher tout le corps, sauf effectivement la tête et les parties précieuses. Voilà. Mais autrement, presque tous les coups étaient permis. On y va. Il était beaucoup plus rapide que moi avec ses jambes. La seule chance pour moi de marquer des points était de réduire l'écart entre nous et d'utiliser mon poing. Je l'ai fait et j'ai réussi. Il fit des grands yeux en tombant sur le tatami. C'est pas de ma faute, hein. J'ai tapé, il est tombé. Voilà, j'ai gagné. Il ne s'était pas attendu à ça. C'est la vie. Ainsi va la vie. On se battait depuis 2 minutes 59 secondes. Il se leva, hélas, 3 minutes, parce que les combats étaient de 3 minutes. Hein. Alors, en 3 minutes, c'est long, et c'est court. Mais vous dépensez une énergie pas possible quand vous avez en face un adversaire qui est aussi fort que vous et parfois plus fort que vous. Et pour gagner, ça, il faut se lever très tôt. Hein. Même pas dormir. Voilà. Enfin, la coupe dans mon bois, la belle petite coupe avec sa tête d'or. Et je l'ai là toujours, hein, je vais vous la montrer tout à l'heure. La coupe en or des débutants. Soudain, une pensée me traversa l'esprit. Où était donc ma femme? Ne pouvait-elle pas venir aussi? Au moins regarder. Elle avait fait aussi du karaté. Devrais-je donc faire tout seul? Alors, bien sûr, je me suis présenté à la compétition tout seul, avec moi-même comme compagnon et mes pensées. Et j'ai dû faire face à l'adversité et puis battre les petits, les grands adversaires, les grands adversaires allemands, l'un après l'autre. Voilà. Pour la première compétition. Des débutants. Je vois Kwaku qui est en train de
de regarder, d'écouter religieusement. Est-ce qu'il a pu lire la page 184? Non, pas encore. Non, c'est pas grave. Donc, alors, ce qui fait que nous avons fait en sorte de montrer que même dans l'adversité et même au plus profond des tourments, qu'on arrive quand même à se sortir et que, comme disait la belle phrase, hein, quand on veut, on peut, même si ce n'est pas évident, mais c'est toujours une possibilité de faire avancer les choses. Parce que on dit toujours que disons, l'esprit est plus fort que le corps. Et comme mon corps était disons, en pas trop mauvais état, et mon esprit, il fallait juste le remonter un petit peu pour pouvoir utiliser ce corps dont on se sert tous les jours, quoi. Et comme on apprenait des choses intéressantes, donc pourquoi pas les mettre en pratique et en valeur. Ah tiens, Philippe Robin. Otep, Philippe Robin. Ça fait un mail qu'on ne s'est pas vu là. Oui, bien, c'est bien, c'est bien. Tu t'es mis Bonsoir, Otep. Ouais, Otep, tu t'es mis avec tu viens de sortir à une belle cérémonie, tu as une belle casquette, un beau chapeau. Non. La cérémonie, c'est la peinture que je fais. Je vais prendre ma pause pour déjeuner. Ah oui, c'est bien, c'est bien. Comme je sais qu'aujourd'hui, c'est toi qui passes, ouais. Je voulais faire au moins un coucou à tout le monde et à toi aussi particulièrement. Ouais. Absolument, ça m'a fait un grand plaisir. Et te dire que je passe. Et je reviens tout à l'heure, en tout cas. Ouais. Ça me fait passer ce passage-là, puisque j'ai été aussi karatéka, donc ça me rappelle bien des choses. Ah, Ah, bien, c'est bien. Donc, on est à terrain, pas en terrain conquis, mais en terrain connu. Voilà. Voilà. En tout cas, félicitations à toi, déjà, pour avoir fait le livre. Ouais. Félicitations à toi pour pouvoir le commenter et discuter avec les autres, parce que ça s'est pris en direct. Oui, absolument. Le livre, on va dire qu'il est à la fois, et le fait que tu sois là et que tu en discutes, c'est vraiment formidable. Donc, je fais un gros coucou à tout le monde, et puis à tout à l'heure, quoi. Coup d'Andara, enfin, les gens qui... Ah oui, bien, ça me fait plaisir. Ouais. Bien affublé de ton excellent beau chapeau. C'est bien. À tout à l'heure, alors. À tout à l'heure. Ça va. Bien. Alors, donc, c'est aussi un petit passage qui aurait pu me mettre vraiment hors d'état de nuire. Et ce passage-là donne un peu froid. Dehors, le froid se déchaînait et il dansait avec tout le monde. Les gens ne pouvaient pas supporter ces froides caresses sans leur épais manteau. Je fus stupéfait de revoir Gisela. Ses yeux froids comme un réfrigérateur glaçaient ma dernière réserve d'énergie. Mon sang tourna dans la mauvaise direction et je suis tombé dans les bras d'Erika. Elle prit rapidement mon visage entre ses mains et m'embrassa. « Tu devrais regarder ici. Voilà mes yeux, ordonna-t-elle. Elle m'avait de nouveau sauvé d'un empoisonnement du sang. Shiva était avec moi. Nous sommes allés aux toilettes et elle m'a rapidement montré des exercices et dit un mot d'incantation afin que je revienne à moi. Mes yeux avaient déjà une couleur inquiétante. Je voulais pleurer, mais je ne pouvais pas. Consciemment, j'avais fait ce qu'elle me disait et après un moment, j'ai pu mieux respirer. Une femme qui sortait des toilettes me regarda durement et s'en alla. IFW, ça veut dire ça veut dire Institut pour le monde futur. Donc, c'est un institut qui a été fondé avec des capitaux venant un peu partout pour faire des choses de façon à ce que le monde soit un peu plus le monde et que la vie, la belle vie soit un peu plus belle. Enfin, je n'ai pas écrit ça, ça
Ça, c'est un résumé, hein, le résumé du résumé. Donc, il faut absolument lire cela bien pour vraiment s'imprégner de cela. Alors, c'est pour cela que j'ai voulu savoir si celui qui est en train de sourire aura pu de sourire aussi, il est tout à fait d'accord, enfin, s'il est d'accord pour la description. Il rigole. Il faut qu'il mette son micro hein, quand même. Au niveau des descriptions, wow. Non, mais moi, je suis black. C'est pas direct. Alors, tu es comment tu es? Noir africain. Le noir africain. Oui. Moi, là, je ne savais pas s'il était blanc, s'il était noir. Je l'ai dit. Hein. Je ne savais pas dans quelle catégorie le décrire. Mais j'aime bien l'idée de l'Institut pour un monde futur. J'aime bien, ça me parle. Oui, ça te parle. Alors, tu vois, mais c'est toi qui l'as conçu il y a quelques années auparavant. Je suis en train de voir un film d'anticipation où les choses se passent dans le présent, mais ce sont des choses qui sont passées dans le futur et qui reviennent dans le présent et qui vont dans le passé. Alors, tu vois, on est plein dedans. Alors, donc, c'est quelque chose qui était déjà là et maintenant que tu es en train de mettre dans le futur, maintenant pour le futur. Voilà. Hein, et quand on regarde bien, il y a beaucoup de ça. Hein, on regarde des différents romans ou différents films et on se rend compte qu'il y a beaucoup de présent. Alors, beaucoup de futur qu'on voyait dans des films qui deviennent présents actuellement. Actuellement. Ah, oui, c'est ça. Même ce qui se passe actuellement, il y a eu des films coréens là, où tout est expliqué, tout ce qui va se faire, comment que les gens vont s'y prendre, et le gouvernement suit ça à la lettre. Hein. Et bien, donc, on connaît déjà. Donc, ce qu'il faut faire, c'est aller rapidement à la fin du film pour voir comment ça se termine et trouver des solutions et prendre les solutions qu'il y a dans le film. Vous savez qu'on vend de l'air. J'avais vu à Berlin, l'air de Berlin, dans des petites canettes de 33 centilitres et qu'on vend un peu partout avec les Fidji, voilà. Comme ça, quand vous partez en voyage, vous apportez un peu l'air de Berlin, et vous venez en Guadeloupe. Vous avez besoin de respirer un peu le pays, craf, touf, et vous respirez un petit peu l'air de Berlin. Alors donc, il va falloir mettre ça en canette, et puis on peut devenir riche avec. Il faudrait un peu de connaissance. Oui. Parce que tout est gratuit chez nous. Oui, c'est bon. Ouais. Et comme ici, on sait qu'on a un climat exceptionnel, on peut faire des choses exceptionnelles, donc il faut qu'on trouve des choses exceptionnelles. Voilà. Ne dit-on pas souvent que la réalité dépasse la fiction? C'est que tout le passé était fiction et que cette même fiction est réalité aujourd'hui. Et peut-être que ce qu'on voit aujourd'hui ne sera que réalité dans les années à venir et qu'aujourd'hui, ça n'est que fiction. Donc, aucune surprise. Quant à moi, pour le passé, je sais déjà ce qui va se passer et j'anticipe déjà ma réaction, n'est-ce pas? Et il n'y aura aucun étonnement quand cela arrivera. Certainement pas. Enfin. En tout cas, grand merci le frère Jemel pour cette présentation. Et puis, en tout cas, ça fait vraiment chaud au cœur de savoir tous ces talents que nous avons au sein de Diaspora Kama et que en s'unissant, en essayant cet institut pour un monde futur, rassembler tout ce petit monde. Ça l'a touché. Et vraiment faire quelque chose, parce que je pense que nous sommes là, nous devons être une puissance et que nous ne savons pas comment l'exploiter. On se retrouve sur une mine
mine d'or, une mine de diamants, comme le continent africain où ils se retrouvent sur toute une richesse et c'est d'autres qui viennent l'exploiter. Et ce serait vraiment dommage que toute cette matière grise que nous avons, c'est de diaspora Kama qui soit exploitée par quelqu'un d'autre à notre compte. Ok, mais ça a été très intéressant d'être avec vous en petit comité, très, très concis, très, très fort. Ce sont les puces. Hein? Ben, les puces, c'est tout petit, mais il y a des milliers de connexions à l'intérieur. C'est ça qui est important. Félicitations. Okay. C'est vrai qu'on devrait tous en fait apprendre à raconter notre histoire, nos expériences, que ce soit vraiment de façon autobiographique ou sous la forme d'une fiction. On devrait tous apprendre à faire ça parce qu'au fond, tout ce qu'on vit, ça peut inspirer quelqu'un d'autre. Donc vraiment, je salue ta démarche pour ça. Et je l'ai commandé. Justement, je me demandais où est-ce que je pouvais l'acheter ici. Donc, comme tu as parlé de ta mairie, je commanderai. Ben, c'est dans le 10e, quoi, métro Belleville, me semble. Impeccable. Ok. Très bien. Très bien, mes chers. Top à tout le monde. Ok. Tout ça m'a fait plaisir. Ouais, c'est bon. Impeccable. En tout cas, ça m'a fait très plaisir. À très bientôt.